On va ouvrir le débat. Soyez rassurés pour les personnes qui partiront en cours de route. On a déjà 5 soirées de prévues quand je vois les thématiques qui sont soulevées et qu'on ne fera qu'effleurer ce soir. Alors je vais vous donner la parole. Soyez aimables de ne pas être trop long, sachant qu'il y aura un service après-vente, vous pourrez revenir. Et on va vous écouter religieusement et chacun, on va prendre plusieurs questions, plusieurs interventions, ensuite on réagira. Merci beaucoup. Paul Macheteau, je suis psychiatre des hôpitaux. J'ai commencé ma carrière en 72 à l'hôpital Sainte-Anne, dans le service du docteur Follin. Il n'y avait pas de chambre d'isolement. J'ai continué à l'hôpital de Moisselles. Il n'y avait pas de chambre d'isolement. Alors la question effectivement que beaucoup de personnes ici ont posée, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Un des éléments de réponse, bien évidemment, il y en a plusieurs, mais je crois que c'est au tournant des années 90 que ça a commencé à changer. Parce que jusqu'en 90, il n'y avait quasiment pas de chambre d'isolement. Au tournant des années 90, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quand même une montée en puissance de l'idéologie médicale, c'est-à-dire la conception de la maladie mentale de plus en plus considérée comme une atteinte du cerveau et a commencé à être remis en question toutes les thérapies, la psychanalyse en premier lieu, bien évidemment, parce qu'effectivement, on considérait que la psychanalyse s'intéressait à l'écoute. Et la conception médicale, quand on fait des études de médecine, on apprend d'abord à ne pas écouter le malade. On apprend d'abord à chercher les signes pour faire un diagnostic. Et on en est arrivé, je vais essayer d'être court, bien sûr, on en est arrivé actuellement à une sorte de terrorisme du diagnostic. C'est maintenant, il faut poser un diagnostic, parce qu'effectivement, les patients, les familles demandent « mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que j'ai ?» Et on est pris dans cette orientation très médicale qui fait que le patient est de plus en plus mis à distance. Et je vais vous raconter une toute petite anecdote très rapide. Moi, le changement, je l'ai trouvé au travers de la blouse. Jusque dans les années 90, milieu des années 95, dans les services, personne ne mettait de blouse blanche. Et à partir de 95, la blouse est réapparue chez les infirmiers, puis chez les médecins, chez les psychiatres, etc. Qu'est-ce que ça signifie, la blouse? La blouse, c'est la mise à distance de l'autre. L'autre n'est plus comme moi, n'est plus mon frère, n'est plus mon semblable. C'est le malade, et il est à distance. Voilà, je m'arrête là. On va continuer peut-être à faire des échanges, et après vous allez pouvoir réagir. Je m'appelle Marie Catlino, je suis psychologue et je travaille en service de psychiatrie adulte. Une des explications au développement exponentiel des mises sous contention et en isolement, à mon avis, vient aussi, comme le pointait Hervé Bokobza, de cette culture du sécuritaire qui envahit tous les espaces, avec également, ça va de pair avec une formalisation de plus en plus grande du travail des professionnels, par le biais des recommandations de bonnes pratiques, par le biais des certifications, où par exemple, nous nous réunissons pour ce qu'on appelle des évaluations des pratiques professionnelles, pour penser l'isolement, mais en fait on ne pense pas l'isolement, c'est-à-dire qu'il faut simplement répondre à des critères de bonnes pratiques. Et on ne se réunit pas pour penser le sens ni questionner ce que nous faisons, nous nous réunissons pour juste satisfaire à des critères objectivants. Et je pense que cette espèce de machine à nous dessaisir de notre pensée et de nos responsabilités sont, en tous les cas, en partie un des facteurs aggravants et qui suscite comme ça, je dirais même des passages à l'acte par rapport à ce qu'on voit se développer. Et je voudrais également attirer l'attention sur le fait que les patients sont mis en contention aux urgences. C'est-à-dire qu'ils arrivent contentionnés à l'hôpital
et qu'on ne remet même plus en question la contention. C'est-à-dire que le patient, aux urgences, parce qu'il n'a pas le temps, et parce que c'est un patient psychiatrique, ils sont mis pratiquement en contention systématiquement. Hein. Et il y a aussi autre chose qui se développe de façon de plus en plus importante, c'est la contention chez les enfants. Voilà. Et chez les adolescents. Voilà. Moi, je peux en témoigner. Et c'est absolument... pour les équipes, vous disiez, Madame Lydia, voilà, qui parlait de la contention pour les équipes, et notamment les équipes qui travaillent en pédopsie, être obligées de mettre des enfants sous contention. Sous contention en isolement, c'est vraiment très très difficile. Voilà. Merci de ces témoignages, des analyses. Alors soyez suffisamment au bout de vos logiques. Vous nous écrirez un texte, parce que vous avez, grâce à Patrice Dubos, donc il y aura la retransmission de cette soirée. Mais on aimerait vraiment avoir, vous regarderez sur le site de l'espace éthique, des dossiers thématiques qu'on va enrichir. Donc faites-nous plaisir, même les gens qui ne se sont pas exprimés, vous avez notre site, vous pourrez nous envoyez-nous un texte. On va comme ça un petit peu enrichir la palette de tout ce qu'on n'aura pas pu dire. Alors il y avait, vous vouliez intervenir. Alors assez brièvement pour qu'on fasse ça. Pas de problème, ça va être extrêmement rapide. Juste un petit point pour dire, je m'appelle Laurence Renaud, je veux me présenter en tant que citoyenne uniquement. Voilà, juste pour dire aujourd'hui, c'est un truc que j'ai... Vous m'entendez pas ? Là, vous entendez ? Ok. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le bon patient, c'est le patient silencieux. On n'accepte plus du tout qu'un patient, sans parler d'agitation, hein, qui soit juste un peu vivant, qui polémique parfois, qui discute. On n'accepte plus dans les services que le patient soit sous contrainte ou pas, dans les services ouverts ou pas, dans les hôpitaux de jour, dans les hôpitaux fermés, peu importe. Le patient doit être à sa place, c'est-à-dire celui qui est silencieux, celui qui accepte un soin. C'est-à-dire, mais c'est quoi ce soin ? Accepter un médicament, pour certains, ça peut être extrêmement... Mais c'est une ambiance. On n'accepte plus la vie dans les services. Pour les enfants, mais c'est grave, hein. C'est extrêmement traumatisant. Qu'est-ce que ça propose de la vie de ces enfants-là plus tard, qui grandiront, j'espère, hein, Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un bon soignant ? Mais ma foi aussi, c'est parfois, souvent, la plupart du temps, un soignant qui doit être silencieux par rapport à ses hiérarchies. Je dois le préciser. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On attend votre témoignage écrit. Hein. C'est enregistré, c'est filmé, vous avez pris l'engagement. Je viens vers vous, monsieur. Bon, bonjour, je suis Olivier Siman, je suis juriste et je m'occupe des droits des patients dans un établissement psychiatrique. Et j'ai eu l'occasion de temps en temps de travailler avec des groupes pluridisciplinaires. Je tenais juste à ajouter une chose. Il est vrai que par la loi et les rapports en fait, qui sont faits, notre établissement en fait, s'est mis à mettre en place ce rapport-là. Et il y a un avantage majeur, c'est que les pratiques d'isolement et de contention en fait, sont mises dans une synthèse qui est ensuite transmise aux représentants d'usagers à travers les commissions d'usagers. Et dernièrement, on a vu les représentants d'usagers et les médiateurs commencer à se poser des questions effectivement sur le nombre de patients mis en isolement, le nombre de patients contentionnés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver, alors est-ce que c'est justifié ? Donc il y a quelques études qui sont faites pour savoir quels sont les motifs, pourquoi on va mettre un patient en isolement ou en contention, et surtout pourquoi ils doivent rester aussi longtemps. Voilà, la nécessité, donc ça fait déjà bouger les pratiques et ça engage déjà toute une réflexion, patients et professionnels de santé. Guy Baillon, je m'excuse. À nouveau un psychiatre très rapide ayant eu un petit parcours de 1969 à 2001 de l'asile au secteur. Je suis très ému par la qualité d'authenticité de chacune des interventions qui ont eu lieu ce matin. Et j'ose me permettre de vous dire, madame, que votre intervention est très forte et qu'en même temps, la proposition que vous avez faite me paraît fragile. Plus celle du contrôle. Plus vous allez contrôler, plus nous allons trouver des moyens de subvertir ces contrôles. Ce qu'il m'importe, c'est de souligner le glissement autour de la notion de responsabilité. Je crois, vous l'avez dit, que les psychiatres sont responsables de la décision. Je suis persuadé que ce soit eux qui doivent continuer à l'être. Eh bien, que je mets cela en place à côté de cette intervention et d'une gravité en même temps exceptionnelle. Ce qui se passe minute par minute dans une chambre d'isolement constitue toute une suite d'éléments qui vont modifier
l'évolution de la personne, seconde à seconde. Chaque geste, chaque parole, chaque attitude. Que fait un chirurgien lorsqu'il décide d'une intervention? Est-ce qu'il demande à l'infirmier de découper le ventre de la patiente pour faire même une simple appendicectomie? Non, il y va. Cette responsabilité, à mon avis, doit être reconnue comme celle du psychiatre. Donc, allons jusqu'au bout. Tout un placement en cellule doit être réalisé par le psychiatre, au moins pendant 3 heures d'affilée de son temps. Peut-être arrivera-t-il à trouver des gestes aussi humains que celui dont parlait Claude Finkelstein tout à l'heure, et que l'étude de la responsabilité sera aussi proche, parce que, en effet, je vois sourire, je comprends l'absurdité. Ça semble absurde. Ceci étant, c'est pourtant autour de vacillement entre l'absurdité, justement, que l'on va trouver la raison. C'est-à-dire à reprendre d'une toute autre façon et la continuité de ce qui se passe entre 2 personnes, malheureusement, vous le savez, M. Hirsch, aussitôt la décision de chambre d'isolement faite, la plupart du temps, la personne isolée va être seule. C'est une vie insoutenable. Jamais je ne voudrais être là, moi-même de l'autre côté, mais simplement pour terminer avec l'expérience qu'a eu Bocobza, en effet, ça nous est arrivé à des tas de moments de ceinturer un patient qui allait mal, mais de le prendre donc dans nos bras, et là de comprendre quelque chose de fort. Mais là où le saut est dangereux, c'est que quand on a mis sa blouse, en effet, et quand on est loin, eh bien on va décider de loin. Et ça, c'est abominable. Merci. Vous voyez, quelquefois, on nous dit qu'est-ce que c'est une rencontre d'éthique. Vous faites la démonstration, voilà ce que c'est. Chacun exprime des points de vue avec son expérience et sa sensibilité. Et je trouve que c'est intéressant. On se donne encore quelques minutes de tour de table. Oui. Je pense qu'à 2h du matin, nous serons encore là, mais ça ne sera pas une mauvaise chose. Vous dites, monsieur. Oui, Claude Deutsch, je milite depuis quelques années dans Advocacy France. Oui, je m'appelle Claude Deutsch et je milite depuis quelques années au sein d'Advocacy France. Et je voulais revenir sur les décisions. Je voudrais qu'on ne confonde pas contrainte et contenir. C'est quand même 2 choses différentes. Et je voudrais revenir sur la décision de la contrainte. Et voilà, c'est quelque chose qui se passe en général quand effectivement on évite de discuter. Il y a une difficulté, quelqu'un pose un problème, et puis on appelle les flics, on appelle les pompiers, on ne discute pas. Il faudrait quand même qu'on s'assure que tout soit fait avant cette décision pour effectivement négocier avec la personne. Enfin, voilà, hein, c'est toujours possible, on l'a dit tout à l'heure, les intervenants l'ont dit, c'est très bien, la violence augmente la violence aussi de la personne qui est agitée, je dirais, voilà. Hein. Ça, c'est quand même, c'est très très important. Puis alors, je vois pas vraiment pourquoi, effectivement, le juge intervient au bout de 12 jours. C'est-à-dire que il faudrait quand même revenir au régime général, hein, qui est qu'une garde à vue, ça dure 48 heures au maximum. Je vois pas. Alors après, on présente au juge quelqu'un qui a subi un traitement important, etc. Enfin, on n'est plus dans la réalité des faits, on est dans le jugement de la personne. Et ça, c'est, à mon avis, dramatique. Merci. N'oubliez pas d'écrire ensuite votre texte. Hein. C'est filmé, vous se cherchez. Oui. Donc je suis Étienne Pau, je suis médecin dictologue à l'hôpital Fernand Vidal. Alors j'entends bien, là on m'entend là ? J'entends bien le débat actuel, mais on a très rapidement l'impression que c'est contention ou pas contention le débat. Je suis très sensible aux propos tenus par le docteur Boiteux, c'est ça, qui globalement expliquait finalement que, en faisant une comparaison avec les autres disciplines médicales. Je suis médecin addictologue, médecin de santé publique et pas psychiatre donc, et je regarde ça un petit peu de l'extérieur. Et je me rends compte que finalement, c'est une initiative intéressante parce que si on veut sortir de la stigmatisation de la psychiatrie,
Si on veut sortir notamment de ces débats sur des pratiques, etc., qui sont quand même des pratiques qui ne sont pas évaluées, ça c'est vrai, et bien globalement, il faut se rapprocher quand même de toutes les autres disciplines médicales. Et les autres disciplines médicales, elles sont évaluées. Et je trouve qu'un des problèmes majeurs actuellement par rapport à la violence des patients, par rapport aux difficultés qu'on peut avoir avec nos patients, et je suis moi-même confronté à une violence quand même quotidienne, je pense que c'est le manque d'évaluation. Donc on peut après rentrer dans un débat, savoir est-ce que contention, si alternative à la contention, est-ce qu'on se dirige vers un traitement très médical ou non, et j'ai l'impression que le clivage en psychiatrie est plutôt de cet ordre-là. Mais je pense que la réalité, c'est évaluer. Ça, c'est une nécessité absolue, et bien évidemment que je pense que l'ensemble des praticiens est opposé à la contention. On va prendre encore 3 questions. Je vous garantis, le service de soutien psychologique est à la sortie pour les gens qui n'auront pas pu s'exprimer. Donc, Yael Friedman, je suis secrétaire du CRPA. Je souhaitais m'adresser plus particulièrement au Cercle de réflexion, proposition d'action pour la psychiatrie, une association d'usagers. Je souhaitais plus particulièrement adresser une question à Madame Boiteux, savoir si vous êtes au courant, et faire un signalement auprès de Madame Adinazan. J'ai été amenée au mois de juin dernier à visiter un patient qui avait été interné à la demande d'un tiers de sa famille dans un service de l'hôpital Sainte-Anne, le service Vacheron. Et j'ai pu discuter donc à cette occasion avec lui, avec au minimum 7 autres personnes qui étaient internées dans ce service-là. Tous, de façon systématique, sont passés sous isolement, contention et camisole chimique, au minimum 1 semaine à des semaines. Donc pieds et poings liés, libérés pendant 2 fois une demi-heure par jour, les mains pour pouvoir manger. Pas de... ils vont pas directement aux toilettes, ils ont des... donc qu'on prenne conscience de ce qu'est exactement un isolement contention, quoi. Ces pratiques-là. Donc je voulais savoir, est-ce que vous êtes au courant et est-ce que vous avez des interventions par rapport à ça? Je prends encore deux personnes. Merci monsieur. Bruno Tournaire-Bacchini, je suis psychiatre à Clermont-de-Loise, président de la commission médicale d'établissement de ce centre hospitalier. Je veux dire quelques mots de cette question de la contention dans notre hôpital. On en parlait aujourd'hui même en réunion du collège. C'est une question qui devient très débattue chez nous, avec des recherches de réponses. Nous allons remettre en route un comité d'éthique dans l'établissement. Nous mettons en place le registre informatisé. Nous allons essayer d'éviter un formalisme, parce qu'en effet, comme l'a rappelé quelqu'un, Guy Baillon, je crois, plus il y a de contrôle et plus il y aura un formalisme qui permet de continuer à faire comme avant en respectant les règles imposées. Donc il faut toujours aller plus loin que cette forme, y compris le registre. Il y a beaucoup de choses à changer et nos collègues de l'hôpital qui se battent le plus contre les phénomènes de contention, qui concernent chacun des médecins. Je ne veux pas du tout dire que je m'exclus de cette question, bien sûr. Nous savons tous qu'il y a des cas limites. La question est celle de la courbe, en effet, d'augmentation de la contention et du problème de la contention par sangle. Mais nos collègues qui sont confrontés aux pressions des équipes nous disent on ne pourra pas traiter cette question en demandant au comité d'éthique de donner des avis, aux médecins dans leur ensemble de donner des bons conseils. Il faut travailler au sein de l'établissement avec l'ensemble des soignants et des cadres également, qui sont aussi des éléments importants pour faire bouger les choses. Bon, je peux soutenir tout ce qui a été dit, tout ce qui a été cité sur les causes. Je sais qu'il y a 1 an, dans un service où j'étais venu quelques mois, remplacés dans mon hôpital, les infirmiers les plus anciens ont parlé de cette contention par sangle et ils me disaient nous n'utilisions pas les sangles, nous utilisions la contention physique. Alors je dis mais qu'est-ce que c'était que la contention physique? Eh bien c'était une relation finalement interhumaine, c'est-à-dire un type qui était fou, qui était agité, eh bien on le tenait par les épaules le temps qu'il fallait. Évidemment il y avait beaucoup d'hommes, beaucoup d'infirmiers, la nuit comme le jour, mais c'était une relation humaine. Ça n'avait aucun rapport avec les protocoles actuels où on isole, on attache,
Et quel que soit le type d'agitation, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'évaluation, il y a un protocole, que ce soit la jeune fille qui se passe encore une énième fois la main dans la vitre ou une fureur épileptique, on sait que toujours il va y avoir la même séquence, l'AOV, c'est-à-dire les agents de sécurité qui arrivent, qui assistent, etc. Je dis encore un mot et je rends le micro, excusez-moi, messieurs. Je voulais dire qu'il y a un problème aussi pour que nos collègues acceptent qu'il y ait des contrôles extérieurs, qu'ils ne vivent pas l'intrusion d'agents extérieurs comme quelque chose d'abusif, qu'il s'agisse du contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui est passé chez nous, son équipe, qu'il s'agisse d'associations, notamment de celles qui sont présentes, d'organismes européens des droits de l'homme, etc. Parce que je constatais encore à Bruxelles il y a quelques jours, j'étais au congrès de la Société de l'Infopsy, et le samedi matin, Madame Hazan est intervenue, a tenu le discours qu'elle a eu là ce soir, et je n'ai pas réagi, je n'ai pas pris la parole dans ce débat, mais les collègues qui ont pris la parole, c'était pour dire, Madame, nous sommes les compétents, nous savons très bien les problèmes de la contention, nous en usons avec parcimonie. Voilà, en gros, le résumé de ce qu'ont dit mes collègues. Alors on va peut-être aller du côté des intervenants.